Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur le plateau d'APE. APE, cette émission hebdomadaire entièrement consacrée à l'environnement. Aujourd'hui, on va parler agriculture avec plein d'invités. Vous allez voir, agir pour l'environnement quand on fait de l'agriculture, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'APE, nous recevrons le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. Stéphane Travert nous livre sa vision politique du développement agricole à Mayotte. Nous allons découvrir comment l'agriculture mahoraise peut répondre aux besoins d'une population de plus en plus nombreuse en préservant nos sols et l'environnement. Nos équipes sont également parties à la rencontre de celles et ceux qui mettent tout en œuvre pour nous faire manger sainement. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, Jean-Michel Bergès, directeur de la DAF de Mayotte. On aura également Carmen Arnaud, responsable du plan Ecophyto, et Msa Ben, qui est agriculteur. Et puis, en fin d'émission, c'est Anne-Constance Anguena qui nous livrera les petits gestes simples qui peuvent tout changer. À la fin de cette émission, nous allons vous diffuser l'intégralité de l'entretien que nous avons eu avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. Mais il nous a tout de même dévoilé en moins d'1 minute 30 la politique agricole. Regardez. Agir pour l'environnement, moi j'y crois. Au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est notre tâche quotidienne que de faire en sorte que l'agriculture, l'environnement, aille de concert, marche de concert pour le bien-être de nos concitoyens et pour le bien-être de notre planète. Alors depuis toujours, l'agriculture mahoraise a toujours protégé l'environnement. L'autosuffisance alimentaire était au centre des pratiques, et ça depuis des siècles et des siècles. Et puis la modernité arrive à Mayotte, et puis les habitudes alimentaires changent. On mange plus de riz, plus de viande, plus de légumes. Le système agricole est mis à mal et doit se recentrer. On va en parler évidemment avec des agriculteurs. Un agriculteur qui est sur le plateau. Nous sommes également allés sur le terrain pour tenter de répondre à ces questions. Et avec nos invités qui sont sur ce plateau, nous allons découvrir cette enquête réalisée par Pierre Bellucci, Adèle Laurent, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Et après, on se retrouve juste sur le plateau avec nos invités. Regardez. Agriculture raisonnée, agriculture durable, agriculture écologiquement responsable, autant de concepts qui se développent en opposition avec l'agriculture intensive devenue dominante. Mais savez-vous ce qu'est l'agriculture biologique ? Non, je ne connais pas. Le terme me dit quelque chose, mais à Mayotte, j'en ai pas vraiment entendu parler. Si je comprends bien, on peut dire ça en pesticides par exemple. Quand on dit bio, ça veut dire qu'il n'y a aucun mélange du chimique. Sans pesticides dans l'idée ou sans mauvais produits, on va dire d'une façon générale? Déjà une agriculture qui n'utilise pas de pesticides, une agriculture qui... chimique, qui va respecter l'environnement. Voilà. Biologique, c'est... on dirait naturel. Une agriculture naturelle, sans produits chimiques, favorisant un sol vivant et fertile, c'est le défi que s'est lancé Saïd Vita sur ses 10 000 mètres carrés de terre. Cet agriculteur mahorais pratique une agriculture soucieuse de l'environnement. Je préfère utiliser des cendres. Des cendres mélangées avec des fumiers, c'est tout ce que j'ai utilisé. Je n'ai aucun produit ici, voilà, c'est tout naturel. Un tout naturel qui va de pair avec une meilleure gestion de la ressource en eau. En effet, grâce à ces 2 puits équipés de pompes à immersion, cet agriculteur a développé une technique d'irrigation ingénieuse et autonome. Vous voyez, ici, ce sont les filtres. À l'intérieur, il y a un filtre, l'eau sort du puits, et avant qu'il soit jeté partout, il faut qu'elle soit filtrée. L'agriculture biologique s'oppose également à la monoculture. Cette culture d'une seule espèce de plante, sur une ou plusieurs parcelles, est très pratiquée à Mayotte. Pourtant, elle épuise les éléments nutritionnels du sol, développe certains ennemis des cultures et gêne la biodiversité. Saïd Vita a donc fait le choix de la polyculture, qui permet, entre autres, de s'adapter aux réalités climatiques de l'île. La saison sec, il fait très chaud. Alors parfois ça m'aide à avoir un petit peu de l'ombre, comme je n'ai pas de serre, toujours le problème de serre, et ça me permet d'avoir un peu de l'ombre, un peu partout.
pour diminuer la chaleur. Et aussi avec les bananes, ça me permet d'avoir un peu du vent pour aérer la culture pendant la saison. Problème, cette forme d'agriculture est-elle en capacité de répondre aux besoins d'une population croissante? Là, nous sommes à l'intérieur du set de serre que j'ai fabriqué cette année. Alors, je vais essayer de faire des tomates au long de toute l'année. Peut-être pas beaucoup, je ne peux pas nourrir tout Mayotte, mais quand même. J'essaie de pouvoir avoir des tomates, des concombres, des courgettes pendant toute la saison. Loin du modèle dominant de l'agriculture intensive, l'agriculture biologique apparaît donc comme une solution alternative à une alimentation saine et respectueuse de l'environnement, car comme le suggère l'agroécologiste Pierre Rabhi, l'agriculture devrait être la première activité de santé. Le paysan doit précéder le médecin. Très heureux de vous retrouver sur le plateau d'APE avec nos invités. On va vous les présenter tout de suite. On a avec nous Jean-Michel Bergès qui est avec nous pour la DAF. Jean-Michel Bergès, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les Mahorais. Merci d'être avec nous. On a également un agriculteur, Moussa Ben, qui est avec nous. Moussa, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tous les Mahorais et surtout les agriculteurs. Eh bien oui, et puis on a gardé le meilleur pour la fin. C'est Carmen Arnaud qui est avec nous. Carmen, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Premier thème qu'on va aborder tous ensemble, l'état des lieux de l'agriculture à Mayotte. Jean-Michel, il y a combien d'agriculteurs à Mayotte? On a plusieurs chiffres. Disons que quand il y a eu un recensement en 2010, il y avait à peu près 15 000 personnes qui se réclamaient du monde agricole. Ouais. Après, nous, ce qui compte, c'est les déclarations PAC, où là, les agriculteurs qui ont des titres de propriété ou d'usage font des déclarations, ils reçoivent des subventions. Ouais. C'est 1500 à 1600 déclarations, donc familles qui sont derrière. C'est l'agriculture active du territoire. Alors, est-ce que, proportionnellement parlant, hein, en toute proportion gardée, effectivement, est-ce que par rapport à la métropole, on est dans les bonnes statistiques ou on est un peu en dessous ou au-dessus? Parce qu'on a le droit d'être au-dessus. La grosse différence, c'est que, si vous voulez, la moyenne par agriculteur, c'est à peu près, de ces 1500 par exemple, la moyenne, c'est 1,5 hectare par déclaration. En France, on augmente, mais on est à plus de 40 hectares par agriculteur, donc on est dans deux types d'agriculture complètement différents. L'un mécanisé en Europe, et ici encore très manuel, et sur des petites surfaces, et un type d'agriculture très spécifique. Il n'y a pas de glyphosate à Mayotte, ça c'est clair, mais on a du diméthoate. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est certain d'avoir des tomates saines à manger à Mayotte? Certains d'avoir toutes les tomates saines, non. On a des circuits qui permettent d'avoir des approvisionnements avec des agriculteurs qui utilisent les pesticides de manière équilibrée, raisonnée, et qui ont des taux de diméthoate relativement normal. Après, le gros problème, c'est qu'une grande partie de la production, notamment des tomates, presque 90%, c'est du secteur informel dans lequel on a du mal à avoir de la traçabilité, d'avoir du mal à suivre et à donner des itinéraires techniques, et là on a un usage abusif du diméthoate pour des raisons de facilité. C'est quoi secteur informel? Ça veut dire quoi? Des gens qui pratiquent l'agriculture sans en avoir l'autorisation ou les titres fonciers et le statut social. Donc aujourd'hui, en dehors des tomates qui arrivent de l'extérieur, qui sont donc importées, on peut se permettre d'acheter des tomates à nos agriculteurs mahorais. Oui, il y a des agriculteurs qu'on suit. En général, justement, quand on a fait les analyses, on s'est aperçu que les agriculteurs qui étaient suivis par les réseaux Ecophyto, Défi-Ferme, correspondaient aux normes admises, alors que les prélèvements qui ont été faits sur des marchés informels avaient des taux qui étaient, je veux dire, non compatibles avec les exigences de santé. Jean-Michel, quel est le principal problème ou les principaux problèmes de l'agriculture à Mayotte, selon vous? Les problèmes, c'est que vous avez une agriculture qui est en pleine transformation. Avec, je veux dire, une population d'agriculteurs qui est en train de changer. Je veux dire, mon voisin vous en parlera beaucoup mieux, mais on a un changement avec des jeunes qui veulent s'installer, et les problèmes qu'ont ces jeunes pour s'installer. C'est-à-dire, il faut avoir accès au foncier, il faut avoir accès aussi aux banques pour
pouvoir développer et préfinancer les projets, même s'il y a des financements qui sont attenants. Après, derrière, il y a un gros problème, je vais dire, de technique, de maintenir la spécificité du jardin mahorais, et ça, c'est un des enjeux de l'agriculture à Mayotte. Mais les jardins mahorais, on va en parler avec notre agriculteur. Pardon, il est avec nous sur le plateau, on a la chance. Msa Ben, vous avez, vous, un jardin mahorais chez vous? Oui. C'est quoi, d'abord, c'est quoi un jardin mahorais? Un jardin mahorais, c'est la polyculture. On mélange tout dans un même parcelle, et à partir de là, on arrive à ressortir de l'agriculture vivrière. C'est ça, Jean-Michel, la spécificité de l'agriculture mahoraise, le jardin mahorais? Oui, c'est le jardin mahorais, parce que c'est le jardin mahorais qui a nourri avant les Mahorais de manière, je veux dire, presque complète, avant, disons, les 15 dernières années. Actuellement, il faut savoir que quand même l'agriculture assure la moitié de la consommation totale sur Mayotte, y compris quand on compte les boissons, les produits lactés qui sont importés. Donc la moitié de la production est encore assurée par l'agriculture dans un système à 90% traditionnel. Le système intensif sous serre ou les élevages hors sol, il y en a encore très peu. Donc elle assure l'essentiel de la nourriture des Mahorais. Est-ce que le fameux jardin mahorais, et là je m'adresse à tout le monde, et à Carmen on va y venir, on peut dire que le jardin mahorais, Msa Ben, est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'on a des pesticides? Est-ce qu'on a ce genre de produits où on est véritablement dans quelque chose de sain? À la base, le jardin mahorais, c'est des produits sains. C'est ça. L'introduction des produits phytosanitaires, c'est venu après, je ne peux pas le définir à quelle année, mais on peut parler plus explicitement, c'est la permaculture qu'on utilise à Mayotte. D'accord. C'est une action qui est faite par l'homme avec la nature. C'est le savoir-vivre ensemble. Carmen Arnaud, comment on peut éviter l'entrée des pesticides ou autres produits à Mayotte? Est-ce que déjà c'est un combat aujourd'hui? Oui, pour éviter l'entrée des pesticides, c'est une grande question. Il faudrait déjà proposer des alternatives aux agriculteurs. Ça passe par la sensibilisation, par la formation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui sont déclarés du coup à la MSA cotisent au fonds Vivea et ont droit à des formations par tout type d'organismes agréés. Et donc, en fait, ça passe par la formation. Ensuite, il faut aussi de l'accompagnement. Accompagner à mettre en place, en fait, des méthodes alternatives. Par exemple, dans le cas d'Ecofito, Monsieur Berger, s'il en parlait tout à l'heure, on a un réseau d'agriculteurs que nous suivons. On met en place des techniques, en fait, de lutte qui permettent de réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. Et l'idée, c'est justement d'élargir le spectre, d'élargir le nombre d'agriculteurs qu'on peut toucher. Mais alors, concrètement, Carmen, comment on peut remplacer le pesticide? Il faut rappeler ce que c'est qu'un pesticide, qu'un produit phytosanitaire. Un produit phytosanitaire, c'est un produit qui est utilisé pour combattre les maladies ravageurs des cultures en agriculture. Et pesticides, c'est pas forcément chimique. Il y a des produits de biocontrôle aussi, mais bon, c'est qui sont généralement autorisés justement en agriculture biologique. À Mayotte, il faudrait qu'on essaye déjà de mieux les utiliser, en fonction de la réglementation. Enfin, c'est-à-dire que si on respectait déjà les doses autorisées, les distances de traitement et les délais de récolte, on aurait déjà moins d'impact sur la santé, sur l'environnement. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est déjà ça. Et puis après, oui, on peut à travers des moyens mécaniques, des moyens avec par exemple pour les insectes, des tomates, les filets. Voilà, il y a des mesures qui existent. Jean-Michel, à une époque, on nous dit que l'autosuffisance alimentaire fonctionnait bien à Mayotte. C'est quoi l'autosuffisance alimentaire? Eh bien, c'est d'être capable de fournir ou de cultiver tous les besoins alimentaires de base dont a besoin la population sans se tourner vers les importations. Et ça, c'est possible à Mayotte? Alors,
on va dire, le problème de Mayotte, c'est que, je veux dire, vous avez une population qui a accès maintenant à un style de vie différent d'il y a 30 ans ou 40 ans. Évolué, forcément. Il y a plus de la moitié de la population qui est dans un milieu urbain, donc il n'y a pas accès. Le jardin mahorais, la fonction primaire du jardin mahorais, avant de vendre, c'était d'abord de nourrir le cercle familial. Bien sûr. Donc, je veux dire, toutes ces personnes n'ont pas accès. Il y a des habitudes alimentaires qui ont changé. On a des produits, des boissons sucrées, on a du lait, on consomme maintenant le mabawa qui est quand même un détournement des besoins protéiques. Voilà. Mais les besoins de base qui sont encore assurés ici largement, c'est-à-dire tout ce qui est légumes, ce qui est féculents, sont encore largement assurés par l'agriculture mahoraise. Voilà. Donc. Alors le ministre le disait tout à l'heure dans son interview, effectivement l'autosuffisance alimentaire, on peut pas y arriver comme ça du jour au lendemain, clairement, mais on peut tendre vers ça. Qu'est-ce qui a changé dans notre consommation aujourd'hui? Évidemment, je parle en fruits, en légumes, etc. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on consomme plus qu'avant ou pas? Je dirais qu'on consomme pas plus qu'avant, mais c'est une variété c'est l'habitude alimentaire qui a changé, qu'on est obligé de manger ce qu'il y a. Ce qui fait que nous, en tant qu'agriculteurs, on a le changement qui a fait bouleverser le monde agricole, c'est l'organisation professionnelle, ce qui fait que nous, on a fait que l'organisation soit faite par les agriculteurs pour qu'on ait des endroits pour vendre nos produits. Comme ça, l'habitude alimentaire, on les aura dans des endroits précis, comme les marchés forains, les marchés paysans. Mais malheureusement, les agriculteurs n'arrivent pas encore à cerner cette opportunité, mais on y arrivera. Mais est-ce qu'on va revoir des produits qu'on ne voit plus sur les marchés aujourd'hui, qui ont fait, je veux dire, la force de cette culture mahoraise à une autre époque? Est-ce qu'il y a des anciens produits qui peuvent revenir au goût du jour? Bien sûr. Lesquels, par exemple, exemple? je peux vous dire la salade, qu'on dit, la salade sauvage. Oui. La salade sauvage, elle est cuisinée autrement. La salade exotique, comme on peut le dire, on le fait avec du vinaigre, vinaigrette. Mais la salade sauvage, c'est avec du coco, par exemple. Bien sûr. Voilà. C'est possible. Et c'est sain. Et puis on peut aussi voir aussi le corosol qui revient, qui a des vertus au niveau de la fluidité du sang. Un mot, Jean-Michel. Oui, et puis surtout, il y a des produits qui sont maintenant réclamés par la population, par exemple les tomates, par exemple les œufs, par exemple le maraîchage. Et sur certaines filières, je veux dire, et c'est là un des enjeux pour l'installation des jeunes, il y a moyen de conquérir ce nouveau marché qui est rémunérateur, qui permet d'installer de nouvelles personnes et de satisfaire une demande qui est satisfaite par en général les produits frais qui arrivent par avion très chers. Donc il y a des niches et qui permettent d'avoir une agriculture rémunératrice pour ceux qui veulent s'installer sur des modèles un peu plus spécialisés et sur des produits nouveaux. Voilà, le problème c'est qu'il faut l'encadrer à la fois pour ceux qui veulent se lancer avec tout l'accompagnement technique et financier, et surtout l'accès au foncier pour installer des jeunes. Forcément. Carmen, j'aimerais revenir avec vous sur un sujet qui revient régulièrement, la formation. Nos agriculteurs, on dit souvent, nos agriculteurs doivent être formés. Mais ok, mais quand on entend Saben qui nous dit effectivement sur des produits d'époque qu'on est capable de remettre au goût du jour, est-ce que c'est pas nous qui avons besoin d'être formés si on veut consommer autrement? Oui, donc c'est clair que c'est important de mettre en valeur en fait les pratiques ancestrales, les pratiques traditionnelles de l'agriculture mahoraise, parce que il y a forcément de bons aspects, il y a des choses à préserver et justement à continuer à pratiquer. Le fait est que justement on parlait du fait que l'agriculture change. La demande aujourd'hui, la population et la société elle est organisée de sorte que la demande fait que les agriculteurs ils sont obligés de faire autrement que on n'a plus autant de jardins mahorais comme il le disait Monsieur Bergès. Et donc on a tendance à aller vers un type d'agriculture, on n'y est pas encore heureusement, mais à aller vers un type d'agriculture qui est un peu plus, on va dire moderne entre guillemets, mais qui n'est pas forcément, qui ne répond pas forcément aux besoins de, enfin, qui ne respecte pas forcément l'environnement comme les autres. Et donc l'idée c'est ça, l'idée c'est de, par la formation en fait, montrer que l'agriculture
écologique, biologique, ou comme il disait, la permaculture, comme elle est pratiquée dans le jardin mahorais, c'est possible. Montrer les pratiques et faire connaître aux jeunes agriculteurs aujourd'hui qui s'installent, leur faire comprendre que cette agriculture-là, on ne doit pas la considérer comme archaïque, mais la mettre en valeur en fait. Merci Carmen. Merci Msa également. Merci à Jean-Michel. Je ne sais pas qui produit cette émission, mais il faudrait voir avec le producteur pour qu'elle la fasse un peu plus longue, parce qu'on a encore des tonnes de choses à se dire. Vous reviendrez sur ce plateau, parce que l'agriculture, il y a encore des tonnes de choses à dire. En tout cas, mille merci d'avoir accepté notre invitation. On va enchaîner tout de suite avec les petits conseils d'Onguena. Anne-Constance nous a rejoint. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. On a entendu ces invités à l'instant nous parler de leur passion qui est l'agriculture. Alors, évidemment, vous allez me dire c'est surfait, mais faire de l'agriculture en respectant l'environnement, quand on dit qu'on y croit, on a raison d'y croire. C'est possible. Ben oui, c'est jouable. Ils l'ont démontré, je pense. Ouais, clairement. Clairement. Vous allez nous parler de plein de petites choses, Anne-Constance, aujourd'hui, notamment de l'agriculture vivrière. Alors, c'est quoi l'agriculture vivrière? L'agriculture vivrière, c'est quand on cultive pour soi-même. Ça a été un petit peu expliqué tout à l'heure en début d'émission. 60% des ménages à Mayotte pratiquent l'agriculture vivrière, c'est-à-dire qu'ils ont une petite parcelle sur laquelle ils cultivent des choses qu'ils mangent. Ça peut pas être en autosuffisance alimentaire, mais ça aide. Mais ça contribue. C'est agréable de manger la tomate du jardin, la fameuse tomate du jardin. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Alors, souvent on vous entend dans cette émission nous parler de la gestion des déchets, etc. etc. Mais qui dit agriculture, pardon, mais l'agriculture génère aussi du déchet. Génère du déchet, alors il y a du déchet qui est compostable, on en a déjà parlé, mais il y a surtout 1,5 tonnes d'emballage de produits phytosanitaires qu'il faut traiter et évacuer du territoire, oui. Et on l'évacue comment ? Il y a plusieurs manières de faire, en fonction de la dangerosité du produit. On rince les produits, on les met avec les emballages ménagers traditionnels, ou bien ils sont évacués parce qu'ils présentent un niveau de dangerosité particulier. Ils sont évacués dans des filières particulières. Et Carmen, qui était là tout à l'heure, c'est son job en partie. Qu'est-ce qu'on cultive le plus à Mayotte? 77,5% des surfaces cultivées le sont avec la banane et le manioc. Ah, banane et manioc. Banane et manioc. Ouais. Monsieur Bergès tout à l'heure parlait des œufs et des tomates. Est-ce que vous savez combien il faut produire de tonnes de tomates à Mayotte aujourd'hui pour avoir cette fameuse autosuffisance alimentaire? Aucune idée, Constance. 1250 tonnes et nous en produisons aujourd'hui 1000 tonnes. Donc il y a quand même de la place pour d'autres agriculteurs, sachant que seulement 10% de cette production l'est grâce à des agriculteurs dans un circuit formel. Donc il y a encore 90% de tomates produites par le circuit informel. Alors c'est pareil au niveau des œufs, on est loin derrière nos cousins de métropole qui consomment autrement. Oui, en métropole, un métropolitain consomme 250 œufs par an, un réunionnais en consomme 100 à 120 et aujourd'hui un mahorais en consomme entre 60 et 80. Donc il y a encore de la marge de manœuvre et si on part de ce principe-là et qu'on veut tendre vers la Réunion par exemple et faire que dans les prochaines années on mange 100 à 120 œufs, d'accord. Il faut produire 260 000 œufs par an, soit 16,38 tonnes d'œufs. Vite des poules alors. Vite des poules. Vite des poules à Mayotte. Est-ce que vous avez encore vos petits les petits gestes? Mais oui. Donc le premier, quand on est un agriculteur un peu du dimanche, c'est de respecter les doses écrites sur les étiquettes produits phytosanitaires, ne pas en mettre plus en croyant qu'il y aura moins de bestioles. C'est pas bon pour la santé. Deuxièmement, on n'épand pas, donc on ne répand pas, on ne traite pas ces produits agricoles en saison, enfin quand il pleut, puisque du coup le produit part dans la nature et ne pollue en fait la nappe phréatique. Troisièmement, on fait de la coculture pour éviter d'appauvrir les sols. Donc dans son petit jardin, on fait plutôt du jardin mahorais en mélangeant les cultures plutôt que de se dire que pour tout le temps on mettra les tomates là parce que c'est bien ensoleillé ou plutôt une autre culture à un autre endroit. Donc on mélange et chaque année on se renouvelle. Surtout si on fait de l'agriculture, on fait son compost.
c'est important. Eh oui, toujours. Mais oui, voilà. Et puis, on favorise la couverture végétale des sols pour justement limiter l'usage des produits phytosanitaires. Alors, couverture voilà, végétale? C'est-à-dire qu'on met sur le sol soit du plastique pour empêcher les mauvaises herbes de pousser, ou bien on met des petits produits qui empêchent, enfin des petites matières, qui est du paillage précisément, qui empêchent justement ces mauvaises herbes de pousser et qui permet aussi de garder l'eau dans le sol pour en avoir le moins besoin possible. J'adore cette chronique, j'adore ces petits conseils. Vous reviendrez la semaine prochaine? Écoutez, pourquoi pas? Agir pour l'environnement, en tout cas, moi j'y crois. Allez, à la semaine prochaine. Salut.